Christelle Crève, du coup, chef du service des musées de France, qui nous fait l'honneur de clôturer cette journée. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Voilà, je vais essayer d'assurer ce petit mot de conclusion rapidement. Tout d'abord en adressant mes remerciements très chaleureux aux Manufactures nationales, à leur président Hervé Lemoine, mais aussi à Céline Paul, qui au sein des Manufactures nationales dirige le Musée national de la céramique de Sèvres, et puis au sein de ce musée tout particulièrement à Viviane Mesqui, qui est co-commissaire de l'exposition Sèvres, une passion Rothschild, et qui a organisé cette journée avec tout un comité scientifique que je souhaite aussi saluer. Donc Claire Bonnotte-Kellil pour le château de Versailles, Margot Dumas et la M2RS, Elsa Vernier-Lopin et David Zivi, à qui j'adresse mon amical salut. Je voudrais également remercier tous les participants et les intervenants au cours de cette journée. Alain Lacabarade, ce que nous venons d'entendre pour la CIVS, Olivier Gabet pour le musée du Louvre, et puis un ensemble de chercheurs, Elisabeth Campbell, Constance Jam et Sophie Julliard. Et puis, évidemment, j'ai une pensée toute particulière pour Daniel Thierry, qui est intervenu ce matin en tant que représentant des descendants d'Henri de Rothschild. Henri de Rothschild qui fut déchu de la nationalité française par le régime de Vichy et dont les biens furent mis sous séquestre. Et pour 22 d'entre eux, aujourd'hui, présents dans les collections du musée de Sèvres, puisque achetés à ce moment-là. Alors cette journée, elle est importante pour le réseau des musées de France et je tenais à être là et je remercie encore une fois David Zivi de m'y avoir invité parce que cette journée, elle nous permet de faire de l'histoire et on ne fait jamais assez d'histoire. L'histoire des collections, l'histoire des musées, l'histoire de nos institutions aussi et de notre administration. Ça permet de nous pencher sur des fonctionnements. C'est jamais inintéressant de revenir sur ce type de période. Et puis aussi l'histoire des spoliations. C'est une journée qui a permis de voir s'exprimer une multitude de points de vue, les points de vue des chercheurs, des historiens de l'art, des conservateurs, des professionnels de musée, un juriste, et je crois beaucoup aussi à ce que peut apporter cette multiplicité des regards. Et puis cela nous a permis de nous repencher sur l'histoire et l'explication des politiques de réparation des spoliations. Nous en avons entendu parler cet après-midi. Alors, je n'ai pu assister qu'à l'après-midi, mais j'imagine bien qu'il en a été aussi question ce matin. Alors, pourquoi une telle journée d'études ? Moi, je trouve que c'est absolument exemplaire dans son format, tout d'abord parce que cette journée d'études, c'est le fruit d'une exposition qui elle-même est le fruit d'une découverte insolite dans les collections nationales. Et ce type de journée contribue à faire mieux connaître, à mieux comprendre aussi l'histoire des spoliations, leurs mécanismes, et par là même l'histoire de nos musées, avec, il faut bien le dire, leurs moments sombres, obscurs, gris, cela a été dit. Les musées ont acheté des biens qui appartenaient à des citoyens français qui ont été déchus de leur nationalité par le régime de Vichy. Et la question de l'intention de l'administration, de l'intention des personnels de musée à ce moment-là, elle est revenue, je crois, depuis ce matin, tout au long de la journée. L'intention de sauvegarde et de préservation des collections qui nous tient tant à cœur dans le service public, ou l'opportunité d'enrichir les collections qui nous tient tant à cœur aussi parfois, sans volonté réelle de se poser la question du retour aux légitimes propriétaires et sans véritablement se préoccuper de la suite ou de l'avenir. Et c'était, encore une fois, dans une période extrêmement complexe. Les objets achetés par les musées publics, nationaux et locaux, préemptés parmi les biens mis sous séquestre à la suite de la loi de déchéance de nationalité du 23 juillet 1940, ont pour l'immense majorité d'entre eux été restitués au sortir de la guerre, avec le rétablissement de la légalité républicaine et l'annulation des séquestres. Mais on l'a vu, on peut les voir ici, quelques œuvres n'ont pas été restituées, elles sont restées au musée de Sèvres, et malgré une provenance qui n'était pas invisible.
Je souhaite vraiment saluer à nouveau, souligner le travail de recherche du musée, et en particulier celui de Viviane Mesqui, qui a retracé l'histoire de ces pièces, a éclairé les conditions de leur achat et a démontré aussi l'illégitimité de leur présence dans les collections nationales. Le musée a endossé ces recherches et, en lien avec la M2RS, a proposé la restitution de ces pièces aux ayants droit d'Henri de Rothschild. Et ce dossier est ouvert à la CIVS et fera l'objet d'un examen, je crois, tout prochainement. Alors, cette journée, elle marque une évolution majeure et elle est très forte sur un plan symbolique, historique, on l'a dit, mais symbolique aussi, parce que elle émane d'une évolution dans nos musées et dans nos politiques muséales. C'est la volonté affirmée de faire la lumière sur les spoliations, sur tous les acteurs de ces spoliations et sur le rôle qu'a pu jouer l'administration dans ces mécanismes. C'est aujourd'hui le musée qui propose la restitution, tout en contactant et informant les ayants droit, en leur expliquant les faits. On ne cache pas, on dit les choses, on expose les faits, on expose les biens et les archives, et c'est important de le souligner. On peut, dans l'exposition, découvrir des archives, des papiers, des notes administratives des musées nationaux. C'est très éclairant pour les administrateurs que nous sommes aussi. Je crois que c'est toujours bien de revenir sur ces sources archivistiques. Il nous faudra attendre l'avis de la CIVS, bien sûr, mais le musée et l'administration du ministère de la Culture ont pris leurs responsabilités. Cette journée illustre aussi un mouvement qui se développe dans les musées de France et dans les bibliothèques, dans les lieux qui conservent le patrimoine public. C'est la volonté de mieux connaître l'histoire des collections et des fonds, la provenance des biens, d'étudier les parcours, parfois tortueux, sinueux, de mettre au jour des incohérences et, quand il le faut, de restituer. On a parlé beaucoup, évidemment, aujourd'hui on est dans le contexte, on est dans le domaine des spoliations de la période de 1933-1945, mais on pourrait aussi parler des biens issus d'appropriation illicite, avec la loi qui vient d'être votée, ou de la restitution aussi des restes humains, la loi de décembre 2023. Alors, avec humilité, avec lucidité, sans naïveté et sans esprit de justicier non plus, sans relecture a posteriori de l'histoire, mais en essayant d'agréger un certain nombre de données, il importe pour nous de faire progresser la connaissance qu'on peut avoir des collections, d'analyser les faits et de les exposer. Et cela nous permet de mieux comprendre les mécanismes d'appropriation, le rapport au patrimoine national des agents publics de l'époque, patrimoine public et privé, et les procédures mises en place à la sortie de la guerre, les recherches d'alors, les indemnisations, les ventes effectuées par les domaines. Le cas des pièces de porcelaine de Henri de Rothschild restées à Sèvres constitue un excellent terrain, un excellent objet d'étude. Cette journée est aussi un appel à la recherche dans une logique proactive, et ce terme a été employé par David Zivie tout à l'heure. Pour compléter les recherches historiques, il y a encore beaucoup à faire. La recherche de provenance sur les biens, mais aussi la recherche sur le contexte, sur le fonctionnement des acteurs. On a parlé des musées, mais on a parlé aussi du marché de l'art et des collectionneurs, le fonctionnement de l'administration et des institutions. S'il n'y a normalement plus d'œuvres issues, s'il n'y a plus d'œuvres issues des séquestres dans les collections publiques, des œuvres des séquestres des personnes qui ont été déchues de la nationalité, il reste dans les musées des œuvres spoliées par pillage, arianisation, vote forcé, des œuvres spoliées dans le cadre des exactions antisémites de l'occupant allemand et de la politique antisémite de Vichy. Et ces œuvres restent à découvrir avant d'être restituées grâce à la loi, cela a été rappelé, du 22 juillet 2023, sur les restitutions de biens culturels spoliés dans le contexte des persécutions antisémites. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Culture, dans une coopération, j'ai envie de dire une alliance renforcée entre le service des musées de France et la M2RS, a lancé depuis 2 ans des missions de recherche de provenance. On a vu tout à l'heure l'intervention d'une collègue de Strasbourg sur les collections d'une vingtaine de musées territoriaux, en plus du travail que mènent depuis plusieurs années les musées nationaux d'Orsay, du Louvre, de la musique. La mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 accompagne ce travail de cartographie.
et assure ensuite avec les musées les recherches approfondies sur les biens spoliés identifiés, probables biens spoliés, avant de demander l'avis de la CIVS préalable à toute restitution. Plus globalement, je crois que c'est important de le dire, c'est toute une politique de recherche de provenance qui s'est engagée depuis plusieurs années et qui se structure depuis 2 ans au ministère de la Culture afin de mobiliser toutes les forces. Olivier Gabel disait tout à l'heure, nos moyens ne sont pas extensibles, mais néanmoins, je crois qu'on peut absolument mobiliser les communautés professionnelles sur cette question des provenances. Et c'était bien l'enjeu de la préfiguration de la mission provenance depuis 2 ans au ministère de la Culture que d'élaborer des outils, des méthodologies pour accompagner l'ensemble des musées de France. En s'appuyant évidemment sur tout notre réseau des musées nationaux et pour aussi mettre en place des programmes de recherche très importants et de cartographie des collections. Et on va commencer normalement par 1 ou 2 régions expérimentales dès cette année. Et puis cette mission de provenance, de préfiguration de la provenance, elle a permis aussi de constituer un réseau de correspondants ou de chercheurs en provenance. Et on a, je crois, plus de 300 correspondants aujourd'hui dans notre réseau. Donc ça veut dire que c'est un réseau extrêmement actif. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels qui veulent travailler sur ces questions. Alors pour revenir à aujourd'hui, nous traitions d'une procédure particulière, mal connue, il est vrai. Pour ma part, je la méconnaissais, je veux dire tout à fait, et dont nombre de musées français ont profité sous le régime de Vichy. Une forme de spoliation dirigée contre des opposants politiques et dans le cadre de la famille Rothschild contre des Français juifs. Il nous appartient au ministère de la Culture, avec la M2RS, au sein du SMF que je représente évidemment, mais aussi avec le service du livre et de la lecture et avec la CIVS, de pouvoir mieux examiner le sort précis des biens. La recherche de provenance va de pair avec la maîtrise du contexte historique et du cadre juridique, et elle repose aussi sur la forte mobilisation du réseau muséal, des communautés professionnelles, des conservateurs et aussi des chercheurs. Voilà, j'ai fini mon propos, je vous remercie de votre attention. Merci à tous.